Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, c'est excellent l'émission qui crée le lien comme tous les dimanches. Contente de vous retrouver sur Sud Radio. Couronné 7 fois champion du monde ISKA de kickboxing, il a marqué l'histoire du combat par ses exploits. Mais il ne s'arrête pas là puisque Cyril Benzaken, qui compte, je crois, arrêtez-moi si je me trompe, 57 victoires en 71 combats, c'est ça ? C'est ça. Ah bah voilà, je me suis pas trompée dans sa carrière. Vous allez affronter Cyril, le Marocain Soufiane Abdelkalek en catégorie des poids welter le 27 avril prochain lors du Welterweight World Title Fight pour son tout premier combat. Je l'ai bien dit, j'ai bien descendu dans l'organisation du Glory au Dôme de Paris. Dans quel état d'esprit vous allez nous le dire ? Bienvenue Cyril. Eh bien merci. Et avant de commencer, je tenais à vous féliciter parce que je vous avais pas updaté et je vois que de vous-même. On s'est travaillé quand même. On travaille ses fiches. Elle a bâti sa renommée en mettant son expertise au service des leaders dans leur quête d'écoute, de recul, d'alignement stratégique et même de réflexion sur leur avenir personnel. Myriam Multinier est sparring partner. J'aime bien le sparring, ça va bien avec Cyril Benzaken, de dirigeant et d'entrepreneur. Elle est aussi à l'origine avec la journaliste Caroline Delage de Conversations Inattendues. C'est un podcast des dirigeants et des dirigeantes qui osent l'authenticité. Tout un programme, me direz-vous, c'est normal, c'est excellent. Bienvenue sur Sud Radio, Myriam. Merci. Avec plaisir. C'est excellent sur Sud Radio, chers auditeurs. Bienvenue chez vous. Alors, Cyril Benzaken, j'ai bien travaillé mes fiches, effectivement. Donc le 27 avril prochain, je vais le redire, c'est le Welterweight World Title Fight. Ça a lieu au Glory 91, c'est le Glory 91. Ça sera au Dôme de Paris. Vous allez affronter le Marocain Soufiane Abdelkalek qui cherche lui également sa première victoire au Glory. Ça serait votre première victoire si vous remportiez ce match Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait la grande partie de ma carrière sur la voie fédérale et là j'intègre pour la première fois une grande ligue privée et qui est en fait la ligue la plus importante au monde de kickboxing, le Glory. Et donc je fais mes débuts le 27 avril à Paris, au Dôme de Paris, face à ce Marocain jeune et fougueux. Vous avez un sourire quand vous dites ça. Parce qu'il a 23 ans, vous en avez un petit peu plus. Un peu plus. L'inverse. C'est ça, presque l'inverse. Non, un sourire, de toute façon, moi je me prépare, peu importe l'adversaire, mais et voilà, et je suis... Dans quel état d'esprit vous êtes ? Comment on se prépare psychologiquement surtout ? Parce qu'on sait que il y a une grosse préparation physique, mais on imagine que dans la tête, c'est important aussi. Tout à fait, vous savez, ce qu'on oublie de savoir, c'est que pour être performant, il faut à la fois être bien physiquement, bien mentalement et bien émotionnellement. Et c'est un peu l'équilibre de ces trois batteries qui vont faire que vous allez arriver à une performance le jour J. D'ailleurs, les dirigeants, vous connaissez, je pense que c'est le même émotion, diapason. Physique et esprit, quoi. Mental. Ouais. Et donc là, une semaine comme ça, à 10 jours du combat, on est en A-fin. Parce que là, en fait, c'est une nouvelle catégorie. Je dois faire une grosse diète. Vous perdez combien, là ? Vous avez perdu combien de kilos ? Le titre sur lequel je défendais, il était à 81 kilos et là, je passe à 77. Ouais, donc c'est quand même pas mal, ouais. C'est quand même pas mal. Adieu le chocolat, quoi. Ah ouais, plus de chocolat. Ça fait un mois que j'ai arrêté le chocolat. Et alors, ce combat, il est crucial parce que le but, c'est quand même de vous ouvrir aussi le classement de cette organisation, Glory, qui est internationale. Tout à fait. Alors, le but, il est clair. Moi, si j'intègre le Glory, c'est pour monter dans le classement du Glory et affronter leur champion et décrocher le titre des welterweight au Glory. Alors, vous avez dit, vous, Cyril Benzaken, après beaucoup de combats et de plusieurs titres mondiaux décrochés, le Saint Graal de ma carrière serait de remporter le titre du Glory, carrément, quoi. C'est le Saint Graal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grosse organisation. Il y a beaucoup de combattants de renommée et on va dire par sa dimension très internationale et assez mainstream dans leur manière de présenter le kickboxing, ça serait l'aboutissement, on va dire, final de ma carrière. Et après, vous arrêtez ? Après, je sais pas si j'arrête, je continue de défendre mes titres, je sais pas, mais peut-être. Quand même, une petite info sur justement le Glory, c'est la première ligue qui a été de kickboxing au monde, qui a été fondée en 2012. Il y a 7 catégories de poids pour répartir les sportifs. Donc c'est un gala, ce combat, il y en a plusieurs des combattants. Est-ce que vous connaissez la majorité de ceux qui vont monter sur le ring ce soir-là ? Oui, alors il y a une majorité de Français parce que le Glory est en train de se repositionner en mettant en avant les talents français parce qu'il y a énormément de talents made in France dans les sports de combat et notamment dans le kickboxing. Donc j'ai plusieurs confrères qui seront sur le ring et je suis très heureux de partager le ring. Vous partagez ça ensemble, quoi.
on partage ça ensemble. Alors pas au même moment, parce que sinon on partage mais sinon différemment. Sinon vous partagez, vous tapez dessus. Avec moins d'amicalité, ouais, exactement. Ok. Et alors en fait, comment vous avez cette influence là, qui est quand même, vous dites le Saint Graal, donc on imagine l'importance que ça a pour vous quand même. Comment est-ce que ça influence cette ambition, hein, comment est-ce qu'elle influence justement votre préparation? Est-ce que vous êtes encore plus prêt que d'habitude? Est-ce que vous êtes acéré? Vous êtes dans comment vous êtes? Alors, je suis toujours extrêmement préparé parce que je pense que c'est un sport qui pour moi est une passion et à chaque fois que je monte sur le ring, c'est pour performer. Donc j'ai toujours, on va dire, cette envie. Après, ce qui est vrai, c'est que ça a fait un renouveau, un nouveau challenge dans ma carrière et donc c'est quelque chose de nouveau à décrocher. Donc effectivement, c'est de la motivation peut-être supplémentaire. Et pour être précis sur la préparation, comme je sortais d'une préparation il y a quelques mois, c'était pas... C'est pas comme si vous aviez pas travaillé depuis longtemps. De from scratch, là. Et alors, comment est-ce que vous décrirez votre style de combat? Je dirais que j'ai un style plutôt technique. D'accord. Technique, tactique. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça peut être... Qu'est-ce qui, selon vous, bon, sans en dire trop, hein, parce qu'on va pas tout lui dévoiler à votre adversaire, mais c'est quoi votre avantage, à votre avis, sur Soufiane mon avantage, c'est l'expérience. J'ai beaucoup plus de combats. C'est ma connaissance du ring, ma connaissance du combat. Et je pense que mon physique, parce que au final, comme je descends de catégorie, j'ai l'habitude d'avoir affronté des adversaires plus lourds, quoi. Et alors, vous avez connu la défaite il y a très peu de temps, là, le 8 février dernier, contre Johan Lidon. On imagine que quand on aime, personne n'aime qu'on connaître la défaite, mais il n'empêche que c'est aussi un bon pied d'appel en fait pour rebondir et pour vous préparer au reste derrière. Ça vous met encore plus la rage, quoi. C'est Benzaken en fait. Exactement. Et alors en fait c'est assez curieux parce que parallèlement ce combat a été une défaite, mais parallèlement c'est le combat que j'ai préféré de ma carrière. D'accord. Parce que c'est celui dont je suis le plus fier. Si vous voulez, les mêmes mots que j'ai dit en sortant du combat, moi je voyais un résultat un peu différent, comme beaucoup de personnes, mais j'étais tellement satisfait de mon combat, si vous voulez. Moi, mon job, c'était de faire le boulot sur le ring, et une fois que j'étais en accord avec moi-même, les décisions des arbitres, alors bien sûr, ça me fâche, mais je veux dire, elle n'influence pas ma prestation et ma performance. Donc, quelque part, en fait, finalement, en sortant de ce combat, j'ai compris ce que j'aurais pu améliorer pour avoir une victoire indiscutable. Et donc, c'est une petite défaite. Mais pour devenir champion, il faut gagner, mais il faut apprendre à perdre aussi. Hein, c'est important. Ça fait partie de la route des champions, quoi. Bien sûr, bien sûr. En fait, finalement, je pense que ce qui fait qu'on est champion, c'est comment... ce qu'on appelle la résilience, hein, comment on construit derrière chaque épreuve, derrière chaque revers, plutôt que d'arrêter de baisser les bras. Et c'est ça, je pense, qui structure les carrières d'athlètes de haut niveau. C'est ce qui fait la différence aussi, hein, de savoir rebondir. Ouais. Mais ça vous est pas étranger, Myriam Multigny. Alors je rappelle quand même pour les auditeurs, que vous êtes sparring partner pour les dirigeants. Alors c'est un terme, je l'ai dit tout à l'heure en intro, qui m'a poussé à vous inviter aussi avec un combattant tel que Cyril Benzaken, puisque bon, le sparring, pour ceux qui ne savent pas, c'est le terme de l'entraînement au combat, hein, pour les combattants quand ils montent sur le ring. Alors ils ont des protections, mais bon, c'est quand même, on se tape quand même un peu dessus. On apprend à esquiver, etc. Bon, ça résume bien votre position aussi finalement auprès des leaders que vous accompagnez. Mais absolument. Et justement, le mot de sparring partner vient du monde de la boxe. Et en fait, je me suis pas auto-proclamé sparring partner, pour tout vous dire. C'est un grand patron avec lequel j'ai eu la chance de travailler, que vous connaissez, et je pense vos auditeurs et auditrices également, Jean-Pierre Elkabbach. D'accord, ouais. Voilà, et c'est Jean-Pierre Elkabbach qui, alors qu'il m'avait demandé de rejoindre la chaîne Public Sénat qu'il avait créée, quelques mois après notre collaboration, me dit « Myriam, j'aimerais échanger avec vous ». Et il me sort comme ça, je voulais vous dire, vous n'êtes pas une coach, vous êtes une vraie sparring partner. Alors, je fais celle qui sait de quoi il me parle. Et en fait, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire par là. J'ai un peu creusé. Vous n'aviez jamais fait de boxe avant ça? Non, je n'avais jamais fait de boxe. Je ne m'étais pas vraiment intéressée. Vous en avez fait depuis ou pas? Mes enfants, mes fils en fait, m'ont amené notamment via la MMA. Je ne sais pas si on peut appeler ça aussi l'univers de la boxe, mais voilà. Et donc manifestement, c'est en tout cas les valeurs de ce sport me touchent profondément. Je pense que vous en parlerez, Cyril. Mais ce qui moi m'a plu dans cette appellation sparring partner que du coup j'ai accepté d'endosser, c'est justement ce rapport d'égal à égal qui fait que vous montez sur le ring dans ce rapport d'égal à égal et que vous permettez entre guillemets aux dirigeants que
vous accompagner, de jouer le rôle entre guillemets de son adversaire, en sachant que c'est souvent lui son propre adversaire, pour lui permettre de pouvoir justement faire des pas de côté, de voir ce que lui ne voit pas, mais qu'il vous donne quand même à voir. Donc ça lui permet de se projeter en fait, hein, c'est ça aussi. De se projeter, de faire des pas de côté, de se questionner, d'envisager aussi des scénarios qu'il n'a pas forcément envisagé, mais que moi, en tant que sparring partner, j'entends ou je vois, et que du coup, je vais lui proposer. Et tout ça, évidemment, comme c'est totalement en confidentialité, c'est sans risque. Voilà. Donc, c'est bien intéressant aussi. Vous, Cyril Benzaken, au long terme, vous voyez où là, après ce combat? Vous projetez comment? Alors écoutez, là j'ai un beau projet qui va bientôt voir le jour. En fait, je suis en train de monter une salle de boxe. Ah, on va venir. Voilà, bien sûr. C'est où, c'est à Paris? Ouais, bien sûr, c'est à Paris, dans le 17e. Et donc, on est en train de monter ça avec mon associé. Et donc, je suis très heureux de ce nouveau projet entrepreneurial. Parallèlement, je développe aussi pas mal mes interventions en entreprise où justement, voilà, on fait le parallèle entre le haut niveau et les différents, on va dire, projets que j'ai pu mener en dehors de la boxe et celle des différents managers. Et voilà, et après des petits projets artistiques qui se profilent. C'est-à-dire, allez-y, vous avez pas le droit déjà? Non, c'est pas que j'ai pas le droit, mais j'aime pas que ça me porte. Vous êtes superstitieux? Que je suis, bon, n'en parlez pas alors. Et donc vous avez vu aussi, Myriam, faut savoir que Cyril Benzaken, il s'est quand même lancé tout seul, il s'est produit son premier combat. Hein. C'est comme ça que vous avez fait à l'université Paris-Dauphine. Alors tout à fait. Alors c'était pas mon premier combat, mais effectivement, comme j'étais étudiant en parallèle là-bas, j'ai produit mon premier gros combat qui était un championnat du monde. Voilà. Donc, comme quoi, en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai lien entre l'esprit d'entreprise et l'esprit du créateur, de l'entrepreneur, et avec celui du sportif. Alors, évidemment, en plus du combattant, quoi. Absolument, mais pour moi, les entrepreneurs et les dirigeants sont des combattants. J'ai une admiration, mais sans limite, pour celles et ceux qui non seulement entreprennent ou dirigent, compte tenu à la fois des responsabilités qu'ils endossent et surtout de tout ce qu'ils doivent mobiliser dans des temps extrêmement courts pour pouvoir être à la hauteur, en sachant qu'ils gèrent quand même en permanence cet inconnu. Alors, cet inconnu, pour vous, c'est sans doute vos adversaires, c'est aussi la forme dans laquelle vous allez vous trouver le jour J. Pour autant, ce que moi j'aime beaucoup justement dans cet accompagnement, c'est que il ne se voit pas combatif. Ils le sont, mais ils ne se voient pas combatif. Et c'est ça que j'aime en fait. Donc vous êtes là pour les apprendre à s'incarner en fait aussi. À s'incarner, à toucher au plus près en fait qu'ils sont vraiment. Parce qu'en fait c'est un travail qu'ils n'ont jamais fait. Voilà. Ils ont passé plus de temps à s'occuper des autres qu'à s'occuper d'eux-mêmes. Donc moi, voilà, je prends soin d'eux. Et ben voilà. Et vous prenez soin de vous, Cyril, parce qu'on vous veut en forme le 27 avril. Vous restez avec nous, chers auditeurs. Vous êtes bien sur Sud Radio. On va revenir avec le 7 fois champion du monde de kickboxing, Cyril Benzaken, et la sparring partner des dirigeants, Myriam Multinier. Et c'est excellent, tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, c'est un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent. Avec moi ce soir pour vous, Cyril Benzaken, le 7 fois champion du monde de kickboxing, bientôt en combat le 27 avril prochain, et Myriam Multinier qui est sparring partner de dirigeants, à l'origine avec la journaliste Caroline Delage, qu'on connaît bien ici, du podcast Conversation Inattendue. Alors justement, pour parler de ce podcast, Myriam Multinier, j'en fais un petit pitch, Conversation Inattendue, c'est une série d'entretiens avec des dirigeants, donc des femmes, des hommes, qui sont ici de divers horizons. Il y a des start-upers, il y a des dirigeants d'entreprises du CAC 40, il y a tout type d'entrepreneurs en fait, c'est sur la France entière aussi. Et ce sont des entretiens où les dirigeants parlent de leur petite musique intérieure. Alors ça, je dis la petite phrase du truc avec authenticité et confiance. Faut quand même y aller pour les faire parler. Mais cette aventure est absolument incroyable parce qu'on a démarré avec Caroline sur cette idée juste après le Covid, en se disant on a besoin de mettre en lumière en fait ce que l'on croise tous les jours mais qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière les dirigeants. Et on a, toutes les deux, envie et j'allais dire, on arrose et cultive cette authenticité parce qu'elle est essentielle pour nous. Et du coup, il n'y avait plus qu'un pas à la prolonger avec ces dirigeants. Mais fallait-il encore qu'ils acceptent, surtout qu'on avait comme parti pris d'aller chercher des dirigeants qu'on ne connaissait pas pour que justement pour les ce faire soit donner à connaître aussi, bien sûr. Et on a eu la chance d'avoir des dirigeants, hommes et femmes absolument magnifiques qui, alors les premières minutes sont pas forcément faciles pour eux parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre, sauf à répondre à nos
question qu'ils n'ont pas, évidemment. Et c'est absolument magique parce que plus le temps passe, plus ils se déshabillent, plus ils se découvrent même dans ce qu'ils sont capables de pouvoir délivrer. Et on a eu des moments d'une intensité absolument incroyable, de vulnérabilité. Et ils nous ont quasiment tous dit et toutes dit à quel point ils se sentaient apaisés, allégés et heureux d'avoir traversé et partagé ce moment-là. Et alors apaisés parce que quoi, ils ont posé leur valise, quoi. Ils ont posé leurs valises, se sont rendus compte que c'était pas en fait un monde à risque et dangereux que de poser ses valises. C'est simplement d'accepter de dévoiler une part de l'homme et de la femme qu'ils sont, en sachant que beaucoup de dirigeants, notamment qui sont avant les générations des millennials et de la génération Y, se sont construits un peu autour d'images du bon dirigeant. Donc c'était un peu des formats, des matrices dans lesquelles ils se sont assez patriarcal rentrés, en général, voilà. En plus. Ouais. Et en plus assez patriarcal. Même les femmes endossaient un peu les codes des hommes. Voilà, des hommes. Et là, en fait, ce sont des moments totalement suspendus, en très grande confiance, parce que c'est ça aussi la magie de l'histoire. Et je pense qu'ils ont passé un moment aussi fort professionnellement que personnellement. Et alors nous, c'est magique, quoi. C'est assez sympathique quand on arrive, effectivement, je peux parler de mon métier aussi, quand on arrive à sortir de quelqu'un une intimité, une confession, parce qu'il se sent en confiance, ça veut dire qu'on a bien fait notre job, quoi. Exactement. Ça. Et quand vous retrouvez face à un dirigeant qui se met à avoir la larme à l'œil, quand vous lui posez la question de qu'est-ce qu'il aimerait dire à ses collaborateurs au micro qu'il n'a jamais dit, et que cette question, il ne s'est jamais senti autorisé à se la poser, et que là, tout d'un coup, il est face à son micro et face à son cœur et que ça sort, mais c'est d'une puissance... Voilà. Et alors justement, comme ils s'expriment très rarement sur leur lieu de travail, on imagine que leur confidence, elle a d'autant plus de poids aussi, même pour leurs employés derrière, etc. Ça doit rayonner, quoi. Ben ça, c'est la magie, en fait, de ces rendez-vous. C'est que au-delà, effectivement, de cet entretien magnifique où on entend une parole qu'on n'entendait pas, ça a un effet extrêmement bénéfique pour leurs collaborateurs et même pour les candidats, parce qu'il y a des dirigeants qui nous ont dit avoir reçu, après notamment ces entretiens et la diffusion de ces entretiens, des candidatures extraordinaire grâce justement en s'appuyant sur ce qu'ils avaient dit. Donc ça véhicule ça leur a ouvert un monde des possibles. Exactement. Voilà. Et ça montre autre chose. Et c'est quoi les pressions ou les attentes les plus importantes, les plus redondantes auxquelles ils sont confrontés en fait, ces dirigeants, ces dirigeantes? Alors aujourd'hui, ce que moi je ressens, c'est que, et qu'ils n'arrivent pas à dire parce que c'est pas visible, et pourtant c'est la réalité, c'est que si leurs collaborateurs sont surmenés et que le burn-out sévit dans beaucoup d'étages, ça monte aussi à leur étage. Et qu'ils sont surmenés. Sauf que lorsqu'un dirigeant dit qu'il est surmené, il envoie des signaux à ses collaborateurs et à l'extérieur et à ses actionnaires qu'il n'est pas forcément à la hauteur. Donc il ne peut pas le dire, mais c'est quand même la réalité. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce besoin à la fois de déposer, à la fois d'accepter de prendre du temps pour soi et de se rendre compte que la précipitation et l'accélération du temps dans laquelle ils sont eux-mêmes embarqués est très nuisible, nuisible pour leur équilibre, nuisible pour leur capacité à penser, leur capacité à se projeter et leur capacité en fait à résoudre la quantité de problèmes qu'ils ont à résoudre tous les jours. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment la grosse problématique avec tous les effets que ça peut avoir. Et alors, est-ce que justement, c'est vous qui le dites, les décideurs, vous dites, ils ont le besoin croissant de s'écouter, Myriam Multigny, pour prendre des décisions justes qui leur ressemblent. Oui. Donc c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, et d'ailleurs c'est étonnant parce qu'on a tendance à se dire qu'un gros PDG du CAC 40, il écoute sa petite musique intérieure justement. Détrompez-vous, en fait, trop souvent ils s'écoutent pas parce qu'ils ne prennent pas ce temps. Et ça me donne d'ailleurs quand ils ont des prises de décision importantes à faire, il faut qu'ils s'écoutent quand même. Ils s'écoutent. Ça paraît aberrant en fait qu'ils s'écoutent pas, pardonnez-moi. S'écouter, c'est-à-dire qu'ils s'écoutent techniquement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des réponses techniques qui viennent parce que l'expérience, parce que effectivement les membres du COMEX avec lesquels ils échangent vont leur donner effectivement leur vision, mais quant à s'écouter soi-même pour mettre en fait peut-être cette patte à la décision qui sera très personnelle et qui sera en alignement. Vous voyez, tout à l'heure vous disiez que votre combat que vous aviez néanmoins perdu, vous l'aviez quand même gagné puisque vous étiez totalement en accord avec vous-même. Et bien moi c'est ça dont je parle, c'est cet accord avec soi-même, prendre des décisions qui leur ressemblent en total accord avec eux-mêmes. Et alors vous parlez aussi de la transformation du management vers plus d'intelligence collective, ça vous dites que c'est très important.
On imagine que c'est la même chose pour vous, Cyril. Hein. Vous êtes tout seul sur le ring, mais vous avez quand même une grosse équipe derrière qui vous suit et qui vous soutient. Pourquoi c'est aussi important cette intelligence collective, justement? C'est-à-dire qu'il faut rassembler, en fait, pour avancer, quoi. Parce qu'aujourd'hui, cette accélération à la fois du temps, cette accélération à produire des résultats rapidement et ces nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail exigent, et elles ont raison, la co-création, la collaboration, la coopération. Donc aujourd'hui, un dirigeant qui, entre guillemets, est heureux et pérenne, n'a pas d'autre choix que de travailler en fait cette collaboration dans tous les sens du terme. Donc il est vrai que plus vous embarquez vos équipes, déjà plus vous êtes en capacité de déléguer et plus le résultat final sera à la hauteur des attendus. Hein. Ouais, donc c'est presque du bon sens en fait. Hein. Presque. Cyril Benzaken, vous êtes un combattant expérimenté, on l'a dit, et on en parlait aussi de la préparation mentale, la clarté d'esprit, qui sont cruciales pour monter sur le ring. Alors vous le dites vous-même, vous faites de prises de parole dans les entreprises pour raconter votre savoir-faire. Est-ce que ça serait intéressant, par exemple, que les dirigeants y bénéficient d'une approche similaire à celle des athlètes dans leur préparation mentale? Est-ce que c'est ce que vous leur proposez pour gérer les défis du monde des affaires qui sont correspondants à ce qu'on disait, c'est-à-dire à un combat, quoi? Alors tout à fait. Alors c'est vrai que, c'est pas de cette manière dont j'interviens puisque c'est plutôt ponctuel, mais comme vous le disiez justement, pour arriver prêt sur le ring, je suis une préparation aussi bien mentale que physique, et ça m'arrive de faire une préparation alors avec une psychologue du sport ou une psychologue pas du sport ou un préparateur mental, et en fait si vous voulez, cette préparation va me permettre d'être libéré de toute pensée qui pourrait me nuire à... Par exemple, qu'est-ce qui peut vous nuire? Écoutez, par exemple, un bon exemple, c'est le stress du combat qui pourrait être si grand, qui vous bloque, vous voyez, et qui vous empêche de libérer votre potentiel et vous exprimer. Ou à contrario, par exemple, j'ai eu le cas une fois, un combat où en fait j'avais pas du tout de stress et finalement c'était problématique parce que je manquais d'envie. C'est ce qu'elle disait, Sarah Bernard. Ça viendra avec le talent. et donc, en fait, il faut savoir qu'il y a un juste milieu à jauger avec le stress. Et en fait, c'est un peu, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez précédemment. Finalement, c'est cette quête un peu intérieure qui, plus vous allez vous connaître, plus vous allez arriver à être performant et à mobiliser vos ressources. Et quelque part, en fait, le sportif de haut niveau fait appel à plein de professionnels parce que la durée de vie du sportif est plus courte, restreinte, en fait, restreinte. Et donc, on a très peu d'années pour très bien se connaître. Et donc, on essaye de multiplier les outils tels que les différentes personnes qui peuvent encadrer la préparation mentale. Donc, le travail collectif, on l'a dit, il est très important. Pour rebondir sur ce que dit Cyril, Myriam Mutinier, le mental, le physique, l'émotionnel, c'est les 3 points que vous travaillez aussi avec oui, avec, alors je le travaille pas forcément comme ça. Je suis plus dans la définition que je donne de l'alignement, qui pour moi est vraiment mon créneau, et la façon dont j'aborde le sujet, c'est véritablement de travailler effectivement à la connaissance de soi pour être en cohérence totale entre qui je suis aujourd'hui, parce qu'on évolue, on est mouvement permanent, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je partage. Donc c'est véritablement de travailler cette cohérence du début jusqu'à la fin pour que vos propres collaborateurs se rendent compte que derrière cet alignement, c'est aussi une invitation à ce qu'ils travaillent leur propre alignement. Et lorsque vous avez la chance d'avoir une équipe qui est alignée, les résultats non seulement sont démultipliés, mais c'est phénoménal parce que à ces résultats qui sont ceux de l'alignement, vous avez de la joie. Voilà. Et de la joie en entreprise, ça vaut de l'or. Oui, ça vaut du pognon, quoi. Ouais. Pardonnez-moi, parlons vrai sur Sud Radio. Mais l'alignement, est-ce que par exemple, quand donc vous coachez les dirigeants, est-ce que le dirigeant il va rendre un peu ce que vous avez donné justement et proposer, je sais pas, aux employés qui ont besoin de les accompagner, ou est-ce que vous avez déjà vu ça dans des entreprises qui créent un pôle qui permettent aux employés de recevoir la même chose en fait? Alors on en est en France, on en est quand même au début de ce type d'accompagnement qui a du sens parce que c'est un peu, j'allais dire, la proposition de valeur qui vient interfacer entre soit l'alternative du psy, soit le bilan de compétences. Mais bon, les dirigeants font pas des bilans de compétences. Donc il manquait effectivement cet espace jusqu'à le proposer de la même façon à leurs collaborateurs, pas tout à fait. En revanche, et ça m'arrive de plus en plus fréquemment, je commence toujours par le dirigeant et il me demande effectivement de travailler par la suite en cohérence avec le travail que nous avons fait et la posture dans laquelle il se sent maintenant le mieux, de pouvoir effectivement travailler, exactement, de travailler avec les collaborateurs. Voilà. Donc évidemment que de travailler avec les collaborateurs suppose aussi de travailler avec leur propre alignement.
On va être bien alignés sur Sud Radio aujourd'hui. C'est excellent, on adore. Nous sommes avec le champion de kickboxing, Cyril Benzaken, et celle qui accompagne la dirigeante Myriam Multinier. C'est une émission bien intéressante. Vous restez avec nous, surtout. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. Vous êtes tous ici chez vous avec le 7 fois champion du monde de kickboxing, Cyril Benzaken, et la sparring partner des dirigeants, Myriam Multinier. Alors Cyril Benzaken, j'ai relevé que vous étiez souvent décrit comme un cérébral boxeur. Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire, ouais, effectivement. Après, c'est vrai que... Vous savez ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé la boxe et finalement quand j'ai commencé, j'avais pas confiance en mon physique et pour battre mes adversaires, je me suis dit il va falloir que je me serve d'autre chose que de mon physique et en fait comme tout dans la vie, un défaut devient une qualité devient un défaut et du coup j'ai travaillé sur ça et c'est devenu une qualité. Parce que vous avez, comme je le dis pour les auditeurs, vous avez fait donc cette carrière de sportif de haut niveau qu'on connaît, puis des études prestigieuses quand même à l'université Paris-Dauphine. Vous êtes bien diplômé et ça vous a emmené d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, à produire vos premiers combats. Donc finalement l'esprit et le corps c'est étroitement lié, ça peut pas être dissocié et c'est comme ça quoi. C'est une évidence chez vous en fait. Bien sûr, alors c'est une évidence, en fait ça l'est devenu avec l'expérience. Ça n'était pas forcément au départ. Tout à fait. Comment je m'en suis rendu compte, j'étais jeune et je n'étais pas encore au fait du développement personnel et de toutes ces thématiques. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu des ratés alors que j'étais hyper préparé physiquement, parce qu'on pense qu'à se préparer physiquement. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui cloche, pourquoi j'ai pas réussi à être le même qu'à l'entraînement? Pourquoi j'ai pas réussi dans ce seul moment où il faut briller à être moins bon que quand je suis dans l'ombre et quand je suis dans ma salle d'entraînement? Et j'ai compris que finalement on parlait de ces 3 batteries, on est la résultante de la batterie la plus basse. Donc si vous estimez 100% votre meilleure batterie et 20% la moins bonne, vous serez qu'à 20% à l'arrivée. D'accord, ça c'est intéressant. Et vous pensez que c'est comme ça dans la vie en général ou pas? J'en suis sûr. Ouais. Donc c'est votre philosophie de vie, quoi. C'est ma philosophie de vie et je pense que c'est important d'être aligné et d'arriver à maintenir une homéostasie, un équilibre de ces trois dominantes, quoi. Et il y a des vrais avantages à cette. Alors pareil, Internet, box bac plus 5. Ça, c'est des termes que vous avez dû beaucoup entendre, que je vous reprends ce soir. Dans votre préparation, dans votre performance ensuite, c'est hyper important, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu intégrant. Complètement. C'est-à-dire justement que le fait que vous soyez boxeur et surtout bac plus 5. Écoutez, ça a ou été les deux, surtout. Sachez que ça a été un frein à un moment donné parce que en fait, il y a eu un moment donné où donc pendant mes études, je travaillais le cérébral, je travaillais l'intellect. Et en fait, faut pas oublier que dans le ring, au-delà de l'intellect, il faut aussi laisser part un peu d'intuition et d'instinct. Et j'ai perdu ça à un moment donné parce que je voulais tout. Ma défaillance, moi, c'est de vouloir tout le temps intellectualiser les faits, de trop réfléchir. Et des fois, c'est bon aussi de laisser un peu de magie et de garder notre intuition. Il faut pas trop réfléchir non plus, quoi. Non, en fait, faut savoir que quand on a beaucoup travaillé, le cerveau réfléchit avant même qu'on ait besoin de savoir qu'il a réfléchi. D'accord. Et donc, il faut accepter et faire confiance à son intuition. Il faut accepter le silence, en fait. Exactement. Ok. Et c'est quoi votre rituel de préparation? Alors, mon rituel de préparation, c'est... un combat. C'est-à-dire juste avant Ouais, juste avant, ouais. Écoutez, c'est avec mon... Sans trop nous en dévoiler, mais non, bon. bien sûr, avec mon entourage sportif, c'est des sourires, c'est des moments de décontraction, on va dire, tous ensemble. Oui, vous n'êtes pas en train de vous entraîner comme un malade juste avant, quoi, c'est ça? En fait, je m'entraîne beaucoup pendant les semaines qui précèdent. Après, le jour J, non, le jour J, je suis détente, au contraire, plus au repos. Et en fait, finalement, dans cette... c'est une analyse que j'ai faite il y a pas longtemps, vous parlez de la joie de vivre. Et en fait, justement, cette joie de vivre, le fait d'être content, ça va vous permettre d'être dans ce qu'on pourrait dire dans une authenticité, parce que quand on est heureux, quand on est joyeux, on est spontané en fait. Et cette spontanéité qui va justement m'empêcher d'intellectualiser et d'être dans l'action intuitive va me rendre peut-être plus agressif que quand je suis pas dans la joie de vivre. Pour être agressif, faut être content, quoi. En fait, c'est-à-dire agressif, c'est peut-être pas le mot, mais oui, c'est ça. Pour être bon sur un ring, il faut être content. Vous, Myriam Multinier, vous parlez de nouvelles formes de gouvernance de nos choix. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est quand même une approche qui diffère totalement des modèles de gouvernance traditionnels auxquels on est habitué. Je voudrais que vous nous l'expliquiez un peu, ça. Oui, ce que je veux dire en fait par là, c'est que
les dirigeants, les dirigeantes se sont souvent construits sur des modèles. Soit des personnes, soit des études, soit des matrices, soit et que il me semble aujourd'hui que la nouvelle gouvernance à laquelle j'aspire et qui semble en plus correspondre encore une fois aux attendus, et tant mieux, de cette jeunesse qui arrive massivement sur le marché du travail, puisque quand même un petit chiffre qui me semble être extrêmement important à partager, c'est que en 2025, c'est-à-dire demain, 75% de la population active sera composée de millennials et de génération Z. Autant vous dire qu'il n'y a pas un dirigeant qui va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut que j'arrive en fait à changer dans mon mode de fonctionnement pour pouvoir bien me connecter avec cette force de travail qui sont d'ailleurs nos dirigeants de demain. Et cette génération-là a cette espèce de conscience très forte que vous incarnez, qui est de se dire en fait, j'ai besoin de savoir qui je suis pour pouvoir faire les choix qui me ressemblent le mieux possible. Et je me souviens d'une interview que vous avez donnée sur laquelle j'ai trouvé super intéressant quand vous avez dit oui, j'ai gagné des matchs, mais à un moment donné j'ai senti que j'avais comme un petit grain de sable. En fait, je ne boxais pas exactement à l'image de qui j'étais. Je boxais comme j'avais appris ou j'avais vu qu'il était bon de boxer. Elle aussi, elle a bossé ses fiches. Voilà. Et ouais, parce que je suis curieuse. Et puis j'étais ravie en même temps de cette rencontre, donc merci encore. Avec plaisir. Et en fait, ce qui m'a frappée, c'est que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, les dirigeants ont appris avec des codes qui n'étaient pas forcément les leurs. Et moi, ce que j'essaye de les amener à faire, c'est à adosser en fait à cette technique, à ces compétences, à cette expérience, ce qu'ils sont aujourd'hui, pour que du coup cette authenticité vienne rapporter en fait une force supplémentaire et qui permette notamment de créer un lien avec ces générations qui n'attendent que ça. Parce qu'il n'y a pas de guerre entre les deux, il y a simplement un mur d'incompréhension. Ça, clairement, oui, on entend beaucoup. Et justement, alors comment est-ce qu'ils arrivent, comment vous les orientez, ces dirigeants, pour qu'ils arrivent parce qu'ils ont des décisions très rapides à prendre de temps en temps, et puis il faut qu'elles soient quand même alignées avec leurs valeurs. Oui. Donc comment vous faites là ? On fait pour prendre une décision rapide en étant sûr qu'on ne va pas se tromper avec qui on est ? Alors bon, je n'ai pas forcément la réponse immédiate et aussi rapide. Pour autant, ce que j'essaye de faire avec eux, c'est de réveiller ce que j'appelle la mémoire joyeuse et qui fait écho à ce que vous disiez, c'est-à-dire d'essayer de les connecter à ces moments de vie qu'ils ont vécu, donc une histoire qui a eu lieu, dans laquelle elles se sont sentis particulièrement bien, alignés en cohérence avec eux-mêmes. Et en fait, c'est d'aller puiser dans cette matière qui est réelle, qui a existé, pour qu'on puisse adosser en fait à leur processus de décision le même processus. D'accord. Je vais essayer de vous donner un exemple. Allez-y. Parce que j'aime bien être concrète. J'ai un dirigeant qui se posait vraiment la question du fait de est-ce qu'il allait continuer ou pas, parce qu'il était épuisé, il en avait marre, alors qu'il a toujours fait ce job. Et il avait une vision de la gouvernance qui était vraiment très solitaire, en me disant non, moi je gouverne seul, c'est comme ça que j'ai toujours gouverné, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai toujours réussi. Donc pourquoi changer un scénario qui a toujours fonctionné ? Et j'ai fait ce travail avec lui en lui demandant justement de faire appel à cette mémoire joyeuse. Donc on a travaillé ensemble, je l'ai beaucoup assisté parce qu'ils ont besoin d'être assistés. Et il s'avère que dans ces moments les plus joyeux qui sont ressortis de façon assez massive, mais il ne s'en était jamais rendu compte, c'était qu'il était toujours avec du monde. Donc en fait, ce dirigeant dirigeait à l'opposé de qui il était fondamentalement. Et du coup, on a déconstruit son mode de fonctionnement pas à pas, parce que ce qui est très important, c'est de fonctionner pas à pas pour que chaque pas soit une réussite, et qu'il n'y ait pas de marche arrière, pour que justement il puisse initier tout un travail de collaboration et de coopération. Et cet homme est transformé. Et ses collaborateurs, son entreprise aussi, on imagine. Voilà, exactement. J'ai pas fait grand-chose. Je ne fais que l'écouter, en fait, et lui poser des questions. Est-ce que c'est pas un peu le secret, ça, l'écoute, en général Alors, vous aidez aussi, Myriam, il y a un autre truc que j'ai noté, mais qui est intéressant pour Cyril, c'est que vous aidez les dirigeants à repérer et à écouter les signaux faibles au sein de leur entreprise. Ça, c'est vachement important. Ouais, ça, c'est pour moi le plus important. Et il y a un DRH qui m'a profondément marqué, qu'on a invité d'ailleurs dans Conversation inattendue avec Caroline, qui est Claude Monnier de Sony Music. Je vais à une conférence pour écouter ce monsieur, conférence organisée par des étudiants qui avaient besoin de comprendre comment les directeurs des ressources humaines, lui appelle ça des richesses humaines, se comportaient face aux jeunes générations. Et lui dit, moi c'est pas compliqué, dans une entreprise, ceux qui vont bien ne m'intéressent pas.
ceux qui m'intéressent, ceux qui ne vont pas bien. Parce que si je suis en capacité de régler le problème et d'accompagner ceux qui ne vont pas bien, alors forcément que je suis en capacité d'accompagner ceux qui vont bien. Voilà, la messe est dite. Alors là, dans ce cadre-là, c'est pour aider. Et puis, alors, c'est un parallèle parfait avec vous, Cyril Benzaken, parce que vous, il faut repérer les points faibles, mais pas pour l'aider, pour gagner le combat derrière. Donc, comment vous faites justement est-ce que vous regardez en amont les combats de votre adversaire futur? Est-ce que vous repérez les points faibles? Comment vous fonctionnez? Alors écoutez, c'est assez intéressant qu'on aborde ce sujet, surtout à ce timing parfait après ce que vous venez de dire. C'est que, effectivement, donc j'étudie déjà mes adversaires parce que j'aime bien avoir une idée de ce à quoi je vais être confronté, bien que cette idée peut être totalement faussée. Je suis aussi préparé psychologiquement à me dire peut-être que cet adversaire-là a travaillé quelque chose et que faut pas que je sois surpris si le jour J il arrive totalement différent. Mais maintenant, si je pouvais faire un parallèle entre le combat et une discussion, vous savez, moi je suis quelqu'un qui de base, justement, de ma nature est réservé et être à l'écoute. Et sur le ring, finalement, je suis pareil. C'est-à-dire que la première chose que je fais, c'est pas forcément d'être très offensif et de me livrer, c'est de marquer des touches qui vont permettre de mieux lire mon adversaire. Et parce que lui m'envoie... À la manière dont il répond derrière. Et en fait, plus il envoie de coups, bien sûr, alors quand je parle de coups que je vais bloquer, plus j'apprends à le connaître et plus je lis ses faiblesses, plus je lis qui il est. Tout comme dans une discussion, si je suis silencieux et qu'une personne en face de moi me parle, bah finalement j'en sais plus sur elle qu'elle n'en sait sur moi parce que je suis resté silencieux. Mais ça, c'est une règle de business que vous êtes en train de nous dire, Cyril Benzaken. Donc le business, ça fonctionne sur le ring, quoi. Alors, on nous a appris qu'il fallait parler quand on arrive dans une pièce. Si on veut avoir le dernier mot, faut surtout parler en dernier, quoi. Tout simplement. Alors écoutez, j'ai dû être, je dois avoir du business dans mon ADN parce que j'ai toujours boxé avec ce mindset business. D'accord. Donc en fait, la manière dont va réagir votre adversaire, ce sont des informations pour ensuite bien sûr. Faire sa fête, j'ai envie de dire. Plus vous avez d'informations, plus vous avez d'outils dans votre sac à dos pour travailler et pour vous exprimer sur le ring. Donc est-ce que repérer une force, c'est important aussi, parce que là on parle des faiblesses, mais bien sûr, repérer une force, c'est très important parce que ça vous permet d'avoir un signal d'alarme et aussi de vous rassurer, de vous dire ok, certes, par exemple, qu'il a une très très bonne droite, ça veut dire que ça arrive de ce côté, donc ta main gauche, pas grave, j'ai une sécurité, elle ne bougera pas là de tout le combat. Tu seras vigilant, tu feras attention. Vous allez moins vous en servir du coup. Voilà, où je vais me déplacer du bon côté, je vais faire attention. Et donc, de toute façon, c'est que des systèmes d'estime de soi et d'arriver en confiance et de se dire qu'est-ce que j'ai pour répondre à la force de cet adversaire. Ok, j'ai ça, et je le mets en application. C'est de la stratégie ce que vous racontez en fait. C'est de la stratégie, ouais. Comme quoi? Le kickboxing, c'est de la stratégie. On adore. Vous écoutez, c'est excellent sur Sud Radio. Vous êtes avec Cyril Benzaken qui est bientôt en combat. Attention, au Dôme de Paris, vous pouvez prendre vos places. C'est le 27 avril prochain. Et Myriam Multinier, dont vous pouvez écouter le podcast Conversation inattendue sur la toile. C'est facile à trouver. Et vous restez là, nous on revient tout de suite. C'est la fin de l'émission bientôt. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Et c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française. C'est excellent sur Sud Radio. Je suis en compagnie du champion du monde de kickboxing. Attention, cette fois, Cyril Benzaken, et de celle qui murmure à l'oreille des dirigeants, Myriam Multinier. Alors, chers auditeurs, je vais quand même vous faire participer à la conversation que nous avions hors antenne, puisqu'on parlait d'amour et on disait que finalement, sans amour, ça a l'air un peu bateau, on peut rien faire. Alors, Myriam Multinier, je vous laisse rebondir là-dessus. Oui, je disais que... Pourquoi c'est aussi important? En fait, je sens que le mot amour ne se dit pas en entreprise, mais il est sans doute le mot le plus important. C'est qu'en fait, ce dont on a besoin, parce que nous sommes des animaux sociaux, qui que nous soyons, à partir du moment où on reçoit de la confiance, où on reçoit de l'encouragement, où on reçoit du plaisir, de la joie, des résultats, qu'on les partage ensemble, ça crée une magie au sein des entreprises qui est extrêmement fédératrice et très puissante, notamment dans les moments difficiles où du coup tout le monde se serre les coudes. Donc j'ose pas trop parler d'amour encore parce que je sens que c'est un peu tôt. Mais ce que vous disiez, c'est ça, c'est qu'on a une période où tout change finalement et qu'il y a une transition entre la génération d'avant et la génération d'aujourd'hui pour qui ça devient important, cette authenticité, où il y a moins de pudeur. Ça, c'est Cyril qui disait ça. Et où tout le monde y gagne en fait, parce que de s'ouvrir à soi,
Ouais. C'est bon pour tout, c'est bon professionnellement, c'est bon personnellement, c'est bon pour l'après job, c'est même bon pour la retraite, c'est bon pour toute votre vie en fait. Donc c'est tout bénef. C'est bon pour le moral. Et vous, Cyril, vous disiez que ça a été un sujet pour vous aussi, parce que vous êtes plus jeune que moi, mais vous êtes d'une génération où en fait vous êtes arrivé juste vous avez 10 ans d'écart avec ceux qui aujourd'hui sont totalement dans ces prérogatives-là, d'amour justement et de reconnaissance de soi. C'est un vrai sujet aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas à notre époque, et que donc en fait ça a été un sujet pour vous aussi de surmonter peut-être votre propre pudeur à un moment donné. Et exactement, et on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, pour incarner ce que l'on est vraiment. En fait, c'est vrai qu'il y a des générations qui ont eu du mal à le faire parce que on les a appris à se baser sur des modèles préexistants qui consolidaient pas forcément avec leur personnalité, et du coup finalement on se construit sur des choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait raccord, voilà. On est parallèle, et à un moment donné il va falloir faire le pont entre ce que l'on a fait et ce que l'on incarne, et c'est plus facile quand, on va dire, dans l'éducation ou dès l'enfance, on nous a appris à s'aimer quoi que l'on fasse entre guillemets, et à être libre de nos choix, quoi. Et il y a aussi le fait de cultiver la différence. Pour vous, par exemple, qui est un cérébral boxeur, on l'a dit tout à l'heure, l'authenticité, elle joue un rôle crucial. C'est-à-dire que le fait d'avoir embrassé ces deux côtés de votre personnalité, ça vous a permis d'être champion aussi, quelque part. Bien sûr, tout à fait. C'est parce que j'ai appris qui j'étais que j'ai pu devenir meilleur. Et vous savez, le ring est un outil formidable, même de ressources humaines, parce qu'en fait, on est un peu à nu sur un ring. Et sur un ring, vous pouvez pas mentir. Ouais, pas qu'un peu. Non. Enfin, il nous reste un short pour ceux qui n'ont pas compris qu'on parlait du. Mais en tout cas, quand on est sur le ring, effectivement, on est face à nous-mêmes, face à nos peurs, face à tout ça, et finalement, ça nous révèle. Donc on peut pas se mentir à ce moment-là. Et alors justement sur cette authenticité, Myriam, en fait ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui il faut presque partager ses propres défis personnels en fait, quand on est dirigeant avec ses employés, avec ses collaborateurs, pour être respecté, pour être aimé, quoi. Oui, je pense que plus vous donnez de vous dans cette dimension personnelle, presque que charnelle, en fait intime, plus vous créez ce lien qui est indispensable, notamment avec les jeunes générations qui ont besoin de savoir qui il y a derrière le dirigeant pour pouvoir s'engager pleinement. Et de la même façon, les jeunes du coup ont envie aussi de s'ouvrir, de donner, de partager, de s'engager. Donc tout le monde y gagne. Voilà. Bien sûr. Alors on va passer un petit peu à vos histoires personnelles maintenant, puisqu'on est là pour aussi raconter vos propres défis personnels. Cyril, la première fois que vous avez mis des gants, comment ça vous est venu le kickboxing ? Alors écoutez, en fait, anciennement, jeune adolescent, un préadolescent, j'étais plutôt rond, j'étais plutôt pas trop confiant, et en fait, je voyais les ados faire du sport. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire de plus en plus de sport. Et si vous voulez, il y avait un sport qui incarnait, on va dire, la virilité, l'assurance, c'était la boxe. Et donc, il y avait une salle de boxe près de chez moi. J'y suis allé sans prétention, hein, c'était vraiment pour faire un sport de bonhomme, comme on pouvait dire à l'époque. Et en fait, après quelques cours, c'est comme si j'avais goûté à mon propre sang, hein. J'ai eu une passion pour ça. J'étais pas forcément doué, mais je ressentais que j'avais envie de faire quelque chose Goûter à votre propre sang, ça c'est une jolie expression. Vous me permettez que je la garde ? Je vous en prie, c'est Denzel Washington qui l'utilise dans un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hurricane Carter. Ok, merci pour la référence. Et alors vous, Myriam, comment vous êtes arrivée là-dedans, justement, dans cette envie d'accompagner ces dirigeants qui sont des personnalités complexes en plus, hein ? Oui, alors d'abord moi j'aime la complexité, j'aime profondément la complexité, et dans ma carrière, parce qu'en fait j'ai été directrice de la communication au sein de pas mal d'entreprises, avec des dirigeants à la fois très exigeants et souvent très difficiles, et je n'ai jamais changé de cap, et ils m'ont laissé en fait pouvoir m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que mon côté très cash, très questionnant, avec aucune frontière. Alors, aucune frontière, ça ne veut pas dire que je ne m'interdis rien, mais en fait, quand je sentais qu'il était juste de poser une question qui allait peut-être résonner dans la vie personnelle, j'y allais. Et j'ai fait beaucoup de renvois à ces dirigeants, évidemment toujours en tête-à-tête, c'est-à-dire sans témoin. Et je voyais qu'ils les accueillaient avec
Beaucoup de respect. Oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait. Ils n'ont pas l'habitude. On leur parle normal, quoi. Et moi, j'ai jamais eu peur de ça, en fait. Et j'ai senti que j'étais à ma place en faisant ça. Et puis, bon an, mal an, à un moment donné, vous avez envie d'en faire de plus en plus. Et puis, vous vous rendez compte que à l'intérieur de l'entreprise, c'est pas toujours facile parce que vous avez les autres qui ont le sentiment que vous avez une relation privilégiée et que du coup, c'est pas bon. Et vous sentez que de l'extérieur, vous allez être encore plus efficace parce que vous n'êtes pas partie prenante. Et puis, vous êtes plus libre aussi. Vous êtes libre. Voilà. C'est ça, la liberté, c'est important quand même. C'est clé. Vous aussi, vous êtes entrepreneur, Cyril, c'est un choix aussi, la liberté, c'est pas toujours simple. Tout à fait. En fait, je pense que c'est grâce à mon parcours dans la boxe qui m'a appris à aller chercher ce que j'avais envie de gagner, qui m'a surtout découragé de l'envie d'être salarié, d'être enfin non pas soumis au sens on est soumis à la loi de son entreprise, voilà, exactement, logique, et plutôt à incarner des projets et à collaborer avec différentes parties prenantes, et c'est vrai que j'en suis très heureux, et ça c'est ses faiblesses aussi, hein. Quand ça m'arrive d'avoir des moments difficiles, c'est pas évident quand on est entrepreneur, parce que en fait on court après son labeur, et donc il faut pas se louper. Ou alors il faut se tromper de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. Croire à ses rêves, est-ce que c'est ça la clé d'un succès aussi, finalement? Exactement, je dirais que s'autoriser à rêver, la chance que j'ai eue finalement dans ma personnalité, c'est d'être un rêveur, et je me souviens encore de ces phrases d'enseignants ou de proches me dire arrête d'être dans la lune, et j'étais tout le temps dans la lune, et en fait c'est parce que j'étais dans la lune, je pense que j'ai pu arriver à accomplir tout un tas de choses, parce que je me suis autorisé à me visualiser, à me rêver, faire ci, ça, et la vie c'est marrant parce que il y a pas mal de choses dont j'ai rêvé qui se sont réalisées. Vous pensez qu'on peut agir sur la matière? J'en suis persuadé. Et alors vous pensez aussi que croire en par exemple sur votre chemin à vous, Myriam, c'est parce que vous avez cru en vous aussi et en vos propres rêves, en vos propres projections, que vous avez réussi? Non, mais ce qui est fou, c'est que quand j'écoute Cyril, je m'entends. Parce que quand j'étais gamine, j'ai bien assemblé. Je passais mon temps à rêver. Et j'entendais, oui, t'es effectivement dans la lune, arrête de rêver. Je rêvais même d'aller vite me coucher pour pouvoir rêver. Et je suis habitée en permanence par ces rêves, ce qui se traduit dans mon statut d'adulte par des réflexions du style dans ton monde de bisounours, t'es complètement idéaliste, c'est impensable, et en même temps on me dit mais comment t'as fait? Mais comment j'ai fait? J'ai simplement écouté ces rêves. Je les ai pas tous réalisés. Vous aussi, vous pensez qu'on peut agir sur la matière? Mais à fond. D'accord. Mais à fond. Donc l'un et l'autre, si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui nous écoute et qui a un rêve mais qui a du mal à le mettre en ordre parce que il y croit pas forcément, etc., ça serait ça le conseil que vous lui donneriez? C'est d'y aller à son 50% et d'agir. Cultive, apprends. Et si tu n'arrives pas en fait à mettre en musique ce rêve que tu as de toute façon dans la tête, demande de l'aide. Cyril, qu'est-ce que vous lui diriez à ce jeune, ou à cette jeune d'ailleurs? Et exactement, c'est en fait au-delà de rêver, le moment où on pense à quelque chose que l'on a envie de réaliser, en fait c'est pas d'y penser avec le cerveau, c'est encore une fois d'y penser avec les trois batteries, c'est-à-dire avec le physique, parce que je vais être en train de marcher, avec le cœur, parce que je vais y croire, et parce que je vais derrière en fait essayer de le vivre tellement fort que je suis déjà en train de vivre cette célébration. Et après la dernière chose, c'est comme dit Michael Jordan, et c'est ce que j'ai fait sans le connaître à l'époque, c'est de mettre une timeline, de se dire à 22 ans, moi je m'étais dit je serai champion du monde, et donc pour ça à 21, 20 ans faire un échéancier inversé, enfin une et tête, cœur, corps, c'est ça en fait, ouais, voilà. Suivant les mots, mais c'est ça, ouais, exactement. Et alors est-ce que le doute ça peut être un moteur? Mais c'est essentiel. Le doute, en fait, c'est ce qui vous permet d'avancer. Puisque, en fait, en vous questionnant, vous allez chercher des réponses. Et c'est dans les réponses que ça vous permet, en fait, d'avoir cette matière pour pouvoir avancer. C'est essentiel, le doute. Vous avez douté, vous, souvent, Cyril Benzaken? Bien sûr, j'ai eu des doutes. Et c'est parce que j'ai eu des doutes que j'ai changé de trajectoire, ou que... Donc, changer de trajectoire. Vous avez adapté. J'ai adapté, exactement, et j'ai reconstruit différemment. Et quand il n'y a pas de doute, en fait, il n'y a pas de changement. Et quand il n'y a pas de changement, on quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Oui, alors attention. Pardon. Je suis obligée de la sortir, celle-là. Allez, dernière question de l'émission, chers auditeurs. Vous êtes avec Myriam Multinier et Cyril Benzaken. Myriam Multinier, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? N'arrête jamais de rêver. Cyril Benzaken.
Je vais légèrement modifier, même si on parle la Vous êtes langue. trop d'accord, en fait. On est trop d'accord, c'est continue de croire en tes rêves. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, vous rêvez encore, vous ? Bien sûr, ouais. Exactement. Ouais. Je continue de rêver. Et c'est vrai que... Mais je rêve plus difficilement, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des smartphones. Et quand j'ai commencé à rêver, il n'y avait pas de smartphone. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces outils-là, en fait, ils nous sursollicitent et compagnie. Et le temps pour soi dont vous parliez tout au début d'émission, des dirigeants qui prennent pas le temps pour soi, je pense que c'était ça, vous faisiez allusion, c'est comme une méditation ou s'accorder un petit temps avec soi. S'ennuyer un peu aussi. Mais parfaitement, s'ennuyer. En fait, et du coup, on se lance dans ses rêves. Mais quand on est tout le temps, hop, il y a une sonnerie, hop, il y a un truc à faire, c'est plus dur. Et donc, je pense que dans l'ère moderne dans laquelle on est, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à... Enfin, faut apprendre à se déconnecter, finalement. Ça, c'est un sujet que vous abordez aussi avec les dirigeants, Myriam Multigné ? Oui, mais ils n'ont pas tellement ce problème-là, les dirigeants. Ils sont pas tellement c'est pas tellement la problématique. C'est avec eux-mêmes qu'ils ont des problèmes de connexion. C'est avec eux-mêmes. Ouais. Allez, le mot de la fin tous les deux. Vous avez un petit mot ? Prenez du temps pour vous. N'arrêtez pas de rêver. Continuez de rêver. Et si vous voulez voir mes rêves, venez le 27 avril. 27 avril. Merci d'être venu pour cette émission. C'était une très jolie émission. Merci Cyril Benzaken, Myriam Multigné. Merci à tous de votre fidélité à cet excellent votre émission sur Sud Radio. On se retrouve dimanche, évidemment, à 19h. Et avant ça, évidemment, 13h30 le samedi, Destin de femme. Le Welterweight World Title Fight de Cyril Benzaken contre le Marocain Soufiane Abdelkalek. Je l'ai dit bien jusqu'au départ, mais Abdelkalek, on va y arriver. En catégorie poids welter, donc c'est le 27 avril prochain pour le Glory 91, c'est au Dôme de Paris et vous pouvez avoir vos places sur glorykickboxing.com tout simplement. Conversation inattendue de Myriam Multigné et Caroline Delage, le podcast des dirigeants et des dirigeantes qui osent l'authenticité. C'est sur podcastx avec un cs.com. Puis vous avez votre site aussi à vous, un personnel, Myriam Multigné. Oui, et puis sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, donc tous, tout même les réseaux sociaux, etc. Merci à Julien, mon réalisateur du jour, à Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez retrouver toutes vos émissions, c'est excellent, Destin de femme sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, Deezer et tout le tintouin. Bise les copains, les copines. À samedi prochain. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.